Bonjour, vous écoutez le 32e épisode avec Thomas Serqueux, qui est CTO chez Lengo. Alors, avant de commencer, je tiens à vous remettre dans le contexte. En vrai, je réenregistre l'introduction parce que celle que j'ai faite sur place, elle était un peu nulle. J'étais un peu fatigué par le voyage et malgré le café, j'ai pas été très dynamique sur l'intro. Donc là, je réenregistre des intros et je pense que je vais faire ça plus souvent. Thomas, c'est une figure emblématique de la scène tech nantaise. Tout le monde le connaît, plus ou moins. Mais très peu ont eu le temps de passer du temps de qualité comme j'ai pu le faire avec lui. Et il était déjà venu pour participer à l'émission Twitch en live parce qu'il s'implique beaucoup sur le dispositif Un Job à Nantes pour attirer des développeurs sur la ville de Nantes pour qu'ils travaillent dans les startups nantaises de manière générale. Et je vais profiter qu'on revienne tourner des vidéos à Nantes pour booker un créneau dans son agenda et prendre le temps avec lui. Alors Thomas, il a fait un parcours complet de développeur R&D à CTO chez Lengo en passant par manager, engineering manager. Et le secret de ce parcours interne, c'est la formation que donne Lengo à ses salariés. Et elle est pas là au hasard. C'est pas simplement 3 jours à passer en formation ou du software, des formations disponibles en ligne. C'est une vraie stratégie RH qui permet à l'entreprise de grandir de manière homogène avec ses salariés, en même temps que ses salariés. Et je suis très content en fait finalement que Thomas ait abordé l'importance de la formation dans la vie des salariés, dans la croissance de l'entreprise. C'est un sujet qui n'avait pas forcément été abordé correctement depuis le début de la saison. Et Thomas le fait bien. Merci encore pour ce moment, Thomas. Alors, avant de vous laisser avec Thomas, un point de mise à jour. Donc, la saison 2 va être bientôt terminée avec 40 interviews et j'en ai enregistré 33. Et je voudrais, pour les 7 dernières interviews, recevoir ou aller rencontrer uniquement des femmes dans des positions de leadership technique. Alors, si vous avez une collègue qui correspond à cette description, il faudrait nous brancher soit par LinkedIn, soit par email. Il me reste 7 places et on aura les 40 pour la saison 2. Ensuite, on écrira donc le livre, le secret pour être le guide, pour être heureux dans l'IT, selon We Love Devs, et toutes les personnes qu'on a interviewées, et notamment tous les témoignages qui ont été donnés sur l'enquête. Il vous reste encore quelques semaines pour contribuer à l'enquête. Allez, je vous laisse avec Thomas. On est dans des locaux très modernes, entre le quartier Gare Sud et l'île de Nantes. Les locaux sont vraiment spacieux. Il y a une vingtaine de tech pour 100 mètres carrés de plateau. Et on est dans le bureau vitré de Thomas avec 2 cafés serrés et longs. C'est parti. Donc du coup, Thomas, tu es CTO chez Lengo. C'est quoi ton rôle en tant que CTO chez Lengo ? Donc en tant que CTO, je suis donc responsable de l'équipe technique. Donc clairement, je fais le lien entre différentes équipes, équipe produit, équipe business et équipe technique. Et donc j'anime tout ça pour faire en sorte qu'on livre les bonnes fonctionnalités pour nos clients. Ok. Donc tu travailles, c'est surtout animer la conversation pour avoir la roadmap technique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est donc participer aux arbitrages entre les fonctionnalités qu'on veut sortir, la techno qu'on doit maintenir en dessous. L'animation d'équipe et être le plus performant possible avec les moyens qu'on a. Et comment tu présentes Lengo pour les gens qui en auraient jamais entendu parler avant ? Alors Lengo, c'est une entreprise nantaise. On développe un logiciel pour le e-commerce. En fait, c'est à destination des e-commerçants, donc c'est-à-dire les vendeurs qui vendent en ligne. Et ce qu'on leur permet de faire, c'est d'avoir un point central, donc la plateforme Lengo, la plateforme SaaS, sur laquelle ils peuvent envoyer leur catalogue produit. Et nous, on s'occupe de les envoyer sur plein de plateformes e-commerce différentes. Amazon, que tout le monde connaît, Google Shopping, Criteo, Rue du Commerce, etc. D'accord. Donc, on est ce point central et on facilite la vie des e-commerçants. D'accord. Du coup, pour être référencé sur toutes les marketplaces, par exemple. C'est ça. Donc, pour pouvoir centraliser les campagnes d'envoi de produits, donc envoyer les produits, récupérer les commandes, gérer les commandes, avoir des statistiques centralisées sur différentes places de marché, sur différents pays, voilà. Et là, on est encore sur l'île de Nantes ou on est déjà dans le quartier Gare Sud ? On est sur l'île de Nantes. On est encore sur l'île de Nantes. Hein. D'accord. Parce que cette partie de l'île de Nantes, c'est vraiment différent de l'autre bout, quoi. Ah, ça n'a rien à voir. C'est moins animé. Hein. C'est pas le hangar banane. C'est pas le hangar banane. Mais le quartier est cool quand même. Ouais, le quartier est cool, en vrai. Ouais, je suis arrivé en entretien, c'était cool. C'est quoi un développeur en 2022 d'après toi, Thomas ? Il y a plein de profils différents, mais je pense qu'un point commun, c'est quand même la curiosité et l'envie de se creuser la tête pour résoudre des petits problèmes ou des gros problèmes d'ailleurs. Donc c'est des gens souvent vraiment curieux qui ont soit fait des études d'informatique et qui ont suivi le parcours et qui ont maintenant une carrière dans l'informatique, soit des gens qui sont réorientés, on en voit de plus en plus. Et c'est d'ailleurs des profils hyper intéressants parce qu'ils ont vu autre chose et ils sont pas seulement la tête devant l'écran, mais ils ont une vision un peu plus large du métier qu'ils font. Donc ça, c'est super intéressant.
Ouais, la lumière est forte dans ton bureau, je pourrais avoir des lunettes de soleil, je crois. On peut baisser le rideau si tu veux. T'inquiète pas, c'est cool. C'est quoi les nouveaux métiers? J'y pense, en fait, je pose la question genre sur les développeurs, mais maintenant dans l'IT et dans une boîte comme Lengo, il y a des nouveaux métiers qu'il n'y avait pas il y a 2-3 ans. Alors, il y a des postes chez Lengo qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a quelques années. Ouais. Par exemple, SRE, donc Site Reliability Engineering, donc qui s'occupe de gérer la prod, de vérifier que les performances sont bonnes. Donc, avec tout un tas de graphiques, tout un tas d'outils pour vérifier que tout se passe bien, gérer les incidents, etc. Donc ça, on n'avait pas il y a quelques années. Ça fait un petit moment maintenant qu'on a, mais les postes de DevOps aussi, donc les gens qui s'assurent de faciliter les releases en fait. Ouais, c'est à partir des devs faits par les développeurs, les pousser en production avec un process plutôt simple pour tout le monde. Donc ça, c'est un métier qu'on a depuis, je pense, 4-5 ans maintenant chez Lengo, mais qui n'existait pas avant, où on avait que des développeurs et peut-être un DBA. Ouais. Maintenant, ça change, il y a vraiment différents métiers. Vous avez des métiers de la data aussi? Ouais, par exemple, ça fait 2 ans qu'on a recruté le vrai premier BI développeur à temps plein chez Lengo. Et maintenant, on en a 2. Donc, c'est vrai qu'on prend conscience au fur et à mesure qu'on investit des ressources que c'est un vrai intérêt pour l'entreprise. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation, j'aurais dû recruter quelqu'un comme ça avant? Ouais, tout le temps. Tout le temps. Évidemment. Si j'avais su que avoir un CRO, ça change la boîte comme ça, j'en aurais pris un 2 ans plus tôt. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, il y a plein de postes comme ça, et bon, il est jamais trop tard, donc c'est la bonne nouvelle. Faut faire au mieux avec le budget qu'on a. Et tu penses ça va être quoi les nouveaux métiers sur lesquels vous avez recruté, ou est-ce qu'il y a des métiers desquels vous parlez en ce moment? Ma phrase n'est pas en français, mais c'est pas grave. Ouais, je l'ai compris quand même. T'inquiète. Ouais, les métiers autour de la data science. On a personne aujourd'hui qui est dédié à fond là-dessus, qui a eu des expériences pro dans ce domaine-là, ou même voir une formation dédiée à l'intelligence artificielle, machine learning, toutes ces technos un peu trendy. Donc on n'a pas, et il faut qu'on avance là-dessus, parce que c'est vraiment des profils qu'il faut dans toutes les boîtes, surtout que nous on gère de la donnée, donc il faut des gens capables de comprendre les données. Alors t'es un des plus anciens salariés de Lengo, c'est vrai de dire ça ou pas? Pas forcément de Lengo, mais je crois que je suis un des 3 plus anciens maintenant dans l'équipe tech. Dans l'équipe tech? Ouais. C'est quoi ton parcours chez Lengo? À quel moment est-ce que tu peux succinctement raconter ce que tu as fait avant? Ouais, alors, tu veux que je parle même d'avant Lengo ou je commence à Lengo? Avant Lengo. Ouais, avant Lengo. Donc j'ai fait des études à l'université de Nantes en informatique. Ouais. Grosse coupe. Pourquoi pas, comme la moitié des gens. Hein. Ouais, c'est ça. Donc rien de très original. Je suis allé, donc j'avais fait un master qui était en génie logiciel. Donc je m'intéressais vachement au développement logiciel globalement, conception, architecture. Et après j'ai poursuivi avec un doctorat, une thèse, comme beaucoup maintenant. Donc ça m'a amené à tout ça à 2012. Et après ça, j'ai poursuivi un petit peu dans la recherche. Donc j'ai fait des post-docs, un à Dublin, un à Lyon. C'était un peu des thématiques un peu différentes. J'ai fait un peu de test logiciel, j'ai fait un peu de protection des données. J'imagine, vu que tu es revenu à Nantes après, c'est que tu as préféré la météo à Dublin qu'à Lyon, quoi. C'est ça. Je trouvais ça trop sec, trop ensoleillé. Donc je suis revenu dans les pays celtiques. Les pays celtiques. Voilà. Comment tu rencontres Lengo à cette époque-là, du coup? Eh bien, à cette époque-là, c'était plutôt une démarche. Je voulais rentrer plutôt dans la région. Donc, je regardais différentes boîtes et mon frère m'a parlé de Lengo. Il connaissait un gars qui bossait chez Lengo. Et il m'a dit, il est très cool. Renseigne-toi sur cette boîte. Envoie ton CV. Donc, j'ai passé mon CV. Je suis arrivé chez Lengo. Par cooptation, du coup? Par cooptation. Et la personne qui m'a coopté était donc UX designer à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui CPO. Donc, on travaille main dans la main et je trouve ça super cool. C'est une belle relation. Ouais. Tout a commencé grâce à cette cooptation. Ok. Et donc, au début, tu commences, t'es software engineer. Je suis rentré chez Lengo. J'étais R&D développeur. Okay. Donc j'étais vraiment le premier à rejoindre Lengo avec comme mission de faire de la R&D au sens innovation, faire des POC, lire des papiers de recherche, décortiquer l'état de l'art. Ouais. Donc j'ai fait ça les premières années. Et puis après j'ai fait un peu différentes choses. Donc effectivement développer des POC. J'ai lancé un petit peu le projet BI par exemple dont on parlait tout à l'heure.
Je suis un peu curieux parce que quand tu arrives, il y avait d'autres gens qui faisaient de la R&D? Alors, ils faisaient de la R&D, mais plus, tu sais, en mode en continu, quoi. Genre, on se laisse un petit peu de temps dans la semaine et on creuse des librairies, on creuse des technologies, voilà. Parce que quand tu arrives dans une équipe R&D d'une petite entreprise, t'as pas d'accès universitaire, c'est compliqué d'éplucher les papiers, faut que tu les achètes à chaque fois et tout. Alors il y en a il y a des archives ouvertes maintenant, HAL par exemple, c'est une archive ouverte, donc tu peux avoir quand même pas mal de choses. Et après, en fait, quand tu contactes les chercheurs pour avoir leurs papiers, ils sont super contents d'envoyer des versions soit finales, soit des drafts, mais tu vois, assez complets. Et ça te permet en fait d'avoir les infos qu'il te faut, quoi. Ouais, ok. Je me demandais comment on fait la recherche dans une petite boîte. Ouais. Ou alors tu as toujours des accès à une librairie et du coup tu peux y accéder comme ça. Ouais, allez, tu vas à la bibliothèque, quoi. Ouais, c'est des bibliothèques en ligne, mais si t'as toujours ton mot de passe, c'est bon. Si t'as toujours ton mot de passe, c'est bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont encore à la bibliothèque à l'université juste pour l'accès universitaire. Ouais, je pense, ouais. Ça marche. Ok. Et donc les premières années de la R&D. Ouais. Et puis donc après, donc c'était il y a 2 ans déjà, j'ai pris un poste de manager de l'équipe, d'une équipe qui faisait du back, donc du développement back et de la partie infrastructure aussi. Et donc je suis resté à ce poste-là à peu près 1 an. Et ensuite donc j'ai évolué sur le poste de CTO qui n'existait plus chez Lengo, en tout cas qui était plus incarné par une seule personne depuis quelques temps. Donc voilà, j'ai repris ce poste et je suis là aujourd'hui. Du coup, le rôle que tu as eu intermédiaire, c'était un rôle de manager ou de lead dev? Comment vous avez mis les mots dessus? Non, c'était un rôle de manager. Donc je faisais essentiellement du management, même si à ce moment-là j'avais eu du mal à lâcher mes tâches de dev, mes tâches de veille. Mais c'était vraiment du management. C'était de l'animation d'équipe, on va dire. Et alors du coup de l'animation d'équipe, tu faisais donc beaucoup de one-one, j'imagine? Alors des one-one, des réunions d'équipe, parce qu'on sait très bien que l'un des problèmes c'est qu'on partage pas assez les infos, encore plus aujourd'hui, on y reviendra peut-être, mais avec le télétravail c'est compliqué de faire en sorte que tout le monde dans une équipe ait le même niveau d'infos. Et ça peut devenir un gros point de frustration pour les gens qui font partie de l'équipe. Donc c'était animer des réunions, faire des points projets. Du coup, à cette époque-là, t'arrêtes de coder du coup? Enfin, j'ai pas vraiment arrêté à cette période-là. Parce que j'avais encore pas mal de connaissances que personne d'autre n'avait. Par exemple, sur le projet BI, tant qu'on n'a pas recruté quelqu'un, je restais quand même la source d'expertise dans l'équipe. Et on se fait facilement piéger à avoir du mal à déléguer et à transmettre ses connaissances et son expertise. Ça, t'as dû apprendre à faire le lâcher-prise? Ouais. Et c'est pas facile. Et j'ai pas vraiment de tuyaux à donner, mais c'est vraiment bien s'entourer, trouver les bonnes personnes et responsabiliser des gens qui sont autour et qui en fait demandent qu'à apprendre et qu'à connaître des nouveaux domaines, des nouvelles technos, des nouveaux sujets. Et en fait, qu'ils se les approprient très vite. Et en fait, c'est là où on peut faire le vrai lâcher-prise. C'est-à-dire, c'est bon, je suis plus au courant de ce qui se passe exactement sur ce projet-là. Mais c'est pas grave, les gens gèrent très bien. J'ai confiance en eux et ça avance. Est-ce que c'est le secret aussi quand on est CTO, c'est d'avoir d'aider les gens à développer leurs compétences et de faire confiance ensuite? Ouais, je pense le vrai piège dans tout management, c'est de ne pas faire suffisamment confiance aux autres dans leur capacité à prendre des responsabilités, à prendre des tâches. Le gros piège, c'est de se dire je vais continuer à le faire moi-même parce que j'aurais plus vite fait de le faire moi-même que de le déléguer et je suis sûr de la qualité de ce qui sortira. Ouais. Alors qu'en fait, en formant bien et en expliquant bien, les gens sont là, ils ont une conscience pro en fait et ils veulent bien faire les choses. Tout le monde, je pense, en général dans une entreprise. Et donc, du coup, ça permet de déléguer et de après se reposer sur des personnes qui ont conscience des enjeux et qui font très bien leur boulot derrière. Je vais rebondir sur une autre question du coup. Est-ce que tu te rappelles du premier recrutement sur lequel tu as travaillé? En tant que manager ou en tant que CTO? Parce qu'en fait, je recrutais déjà dès le début où j'étais chez Lengo. Je recrutais un petit peu parce qu'on prenait des alternants, on prenait des stagiaires. Donc très rapidement, j'ai fait des. Et du coup, les processus d'entretien, appeler des gens, écrire des annonces, c'est des choses sur lesquelles tu as travaillé très tôt? Alors au début je faisais pas forcément les annonces, je disais de quoi j'avais besoin, ce que j'aimerais voir dans un profil, et c'est vrai que c'est l'équipe RH qui le faisait, qui le mettait en forme, qui choisissait les bons mots, qui nous faisait relire. Aujourd'hui on a tendance à demander au manager de le faire,
parce que ça permet de personnaliser l'offre et d'être très clair sur ce qu'on attend, d'avoir la petite touche perso aussi, pas forcément de l'humour d'ailleurs, mais dire quels seront les challenges et faire comprendre un peu ce qu'il y a vraiment derrière l'offre. Si ça active l'empathie. Aussi, ouais, et avoir une offre personnalisée. Je pense qu'on a tous un peu été dans le cas où on postule à un job sur un site d'une boîte et tu te rends compte qu'en fait il y a 10 offres exactement identiques avec juste l'intitulé qui change un peu, 2-3 missions, et donc c'est un peu rageant parce qu'en réalité dans les faits je pense même dans une grosse équipe on fait tous des choses différentes. Il y a des entreprises où ils ont 6 fiches de poste à l'année. Ouais, et puis ça tourne et ils recrutent constamment et ils mettent pas à jour. C'est un dev Scala, c'est un dev Scala. Ouais. Peu importe le projet sur lequel il bosse. Ouais, bon, c'est une manière de voir les choses. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et en fait, ce qui est un piège aussi d'avoir l'annonce qu'on utilise tout le temps la même, c'est qu'il n'y ait pas de momentum. C'est-à-dire que le candidat, il voit l'annonce et il se dit, ouais, mais en fait, c'est une annonce qu'il a toute l'année. Je peux candidater dans 3 mois. Ouais, c'est ça. Alors que quand tu as une annonce personnalisée où le manager dit, je cherche quelqu'un pour mon équipe, c'est là maintenant. Ouais, c'est ça. C'est une vraie opportunité qui sera pas valable dans 3 semaines. Faut saisir sa chance et y aller, ouais. Carrément. Ouais. Vous recrutez beaucoup de monde en ce moment chez Lengo, ou il y a eu des périodes où vous recrutez plus de monde peut-être? Non, je pense que là, on est dans une des périodes où on recrute le plus. Ouais. Pour te faire l'historique, donc il y a eu différentes levées de fonds dans l'histoire de Lengo. Il y en a une justement en 2015, juste avant que j'arrive, et j'ai fait partie de la fin de cette vague de recrutement. Et là, l'année dernière, on a été racheté par un fonds d'équité, donc Marlin Equity Partners. Ouais. Et donc avec une ambition plus forte que ce qu'on avait avant en termes de résultats. Et on a aussi donc plus de moyens, donc c'est-à-dire des recrutements, entre autres, côté tech en particulier. Donc on recrute beaucoup en ce moment. Ouais. Alors on n'a pas toutes les offres sont pas en ligne parce qu'on fait petit à petit, justement, on veut pas mettre 15 offres en ligne et donner l'impression qu'on recrute parce que d'ailleurs c'est pas le cas, et puis c'est pas si simple, c'est pas budgétisé comme ça. Faciliter l'onboarding, c'est un peu dilué dans le temps. Mais on a 3-4 offres en ce moment d'ouvertes dans l'équipe. Quand tu dis des exigences de résultats, c'est aller ouvrir des nouveaux marchés, c'est ouvrir des nouveaux territoires, des nouveaux produits? Nouveaux territoires, pour commencer. Donc on est leader en France et en Europe, mais on est relativement peu présent en Allemagne, qui est un gros marché pour les e-commerce. Je m'attendais pas à ce que ce soit en Europe, du coup le pays... Bah si, malgré tout c'est en Europe. Ouais. Tu vois, par exemple l'Italie, Espagne, on est pas mal présent. Ouais. Et en fait il y a 2 gros marchés sur lesquels on n'est pas présent, ou pas très présent, j'exagère toujours un peu, mais c'est l'Allemagne et UK. Ouais. Et donc l'une des ambitions c'est d'aller conquérir ces territoires. En Allemagne, vous savez déjà où vous allez ouvrir des bureaux ou pas? On a déjà ouvert des bureaux. C'est où en Allemagne? C'est à Munich. C'est à Munich. Ouais. Il y a toujours le débat quand on ouvre en Allemagne, c'est est-ce qu'on va à Munich, est-ce qu'on va à Cologne, est-ce qu'on va à Francfort, est-ce qu'on va à Berlin? Ouais, bah du coup on avait déjà un petit bureau là-bas avec 2 personnes, plutôt des commerciales, des commerciaux, il y avait des hommes. Et l'équipe a grossi cette année parce que l'ambition est plus grosse, et du coup il y a un peu plus de métiers, il y a aussi du support technique là-bas, il y a aussi de l'onboarding client. Toute la tech reste à Nantes? Toute la tech est à Nantes aujourd'hui, ouais. Est-ce que tu penses que demain vous allez recruter des techs en dehors de Nantes? Alors on y réfléchit, ça n'a pas été l'option choisie pour 2022, mais voilà, les choses changent vite et on réévalue un peu fréquemment nos choix. Du coup, question subsidiaire, le remote, quelle est la politique remote en ce moment chez Lengo? Alors pareil, je vais te faire un peu l'historique. À la base, on faisait pas du tout de remote chez Lengo. Puis on a eu une phase où on pouvait en faire de manière exceptionnelle en demandant à son manager l'autorisation de le faire. Puis on est passé dans un mode où c'est devenu automatique, où on pouvait en faire 2 jours par semaine en choisissant ses jours, sans avoir besoin de valider avec le manager. Donc dans notre outil RH, on dit qu'on est chez nous. Donc c'est un peu ça la situation actuelle. Si on enlève le Covid, parce qu'avec le Covid, aujourd'hui, c'est full remote. Pas forcément de notre domicile, mais ça peut être d'ailleurs, donc ça s'assouplit un peu, ça va revenir à la normale, j'imagine, plus tard dans l'année, je l'espère. Ça voudra dire que la crise sanitaire est terminée ou presque. Et après, pour 2023, je pense qu'on va peut-être réajuster. En tout cas, on va en discuter, ça c'est sûr, on en rediscute régulièrement avec les différents membres de la direction. Et, du coup, si vous décidez de partir sur plus de remote, même si vous gardez les bureaux, c'est pour avoir quel avantage? Qu'est-ce que vous recherchez? C'est quoi l'intérêt du remote s'il y en a un?
Alors, on va pas se mentir, ça facilite le recrutement. C'est une question qu'on nous pose, pas à chaque entretien, mais je pense pas loin, de quelle est notre politique et est-ce qu'on peut bosser de n'importe où. C'est que ça a vachement d'impact sur le mode de vie de la personne ensuite. Hein. Et ça a un impact. Alors, ça peut avoir un impact très positif. Hein. La personne qui a aujourd'hui 1h30 de transport, si elle ne vient plus jamais ou si elle vient qu'une fois par semaine, la qualité de vie, elle est clairement bien meilleure. Ouais. Après, ça amène d'autres défis aussi. Hein. Ça veut dire on s'ouvre aussi à des gens qui habitent à Lyon, qui habitent à Marseille, à Lille, Toulouse, au milieu de la Bretagne. Ouais. Et ça veut dire que ça engendre des problématiques d'animation d'équipe, de management, de cohésion. Et ça, pour moi, c'est pas trivial à gérer au quotidien. Donc on veut avoir prendre des décisions éclairées chez Lengo pour le faire. Mm-hmm. Donc pour le moment, on est à 2 jours de télétravail par semaine et cette année, on forme tous les managers au management à distance, qui pour moi me semble être un prérequis pour se lancer dans le grand bain. Hein. Sinon, c'est hyper dur pour un manager de se retrouver devant une situation pour laquelle il n'est pas prêt. Donc 2022, formation des managers, et puis 2023, on rediscute et on voit ce que ça donne. C'est courant, vous fassiez des formations manager ? Alors, toute personne qui devient manager chez Lengo passe par un cycle de formation au management, par une entreprise extérieure, des formateurs. Et après, ponctuellement, sur certaines thématiques, on peut proposer à des managers d'avoir des compléments, on va dire. Exemple, si un manager n'est pas à l'aise avec les one-to-one, on lui propose une formation, quelques heures ou quelques jours, sur cette thématique pour l'accompagner. En vrai, c'est pas courant qu'une boîte elle soit équipée comme ça en formation pour ses managers. Ouais, mais c'est hyper bien et ça, je pense que ça devrait être la base en fait. On se repose beaucoup sur le management, donc la direction se repose sur les managers, sur le mid-management on va dire, et les équipes se reposent évidemment aussi beaucoup sur leurs managers. Et du coup, il y a une dualité à gérer et il y a une pression des deux côtés ça peut être du relationnel, du technique, etc. Il faut donner les outils aux managers. Une équipe managériale qui est pas bonne dans ce qu'elle fait, c'est une entreprise qui sera pas bonne, c'est sûr. C'est intéressant aussi qu'il y ait une notion, le manager est pas un chef d'équipe, c'est une équipe de managers. Ouais, moi je vois vraiment les managers bossent la main dans la main. Au niveau tech, les management qu'on a, c'est avec tous les managers. Donc je suis présent, il y a les Head of Engineering, Head of Infrastructure, et les Engineering Managers sont là aussi. Et on discute tous, on est tous autour de la table, pas en mode vertical, mais en mode on a tous les mêmes problématiques, parlons-en, on bosse tous ensemble et voilà, peu importe notre titre, on s'en fout, parlons des problèmes qu'on a dans l'équipe, parlons des solutions, parlons aussi de ce qui va bien, mais tous au même niveau. Et chez Lengo, on essaie aussi de faire en sorte que les managers de différents pôles parlent ensemble. Donc les managers de Customer Success vont avoir des réunions régulières avec les managers tech, avec les managers des équipes commerciales, avec les managers même RH, finance, etc. J'imagine sur un sujet comme le remote, ça permet de développer un consensus entre les managers, quoi. Ouais, aussi, ça permet de comprendre les problématiques des autres. Autant développeur, tu peux le faire de chez toi sans problème. Quand tu fais de la compta, tu as des documents légaux qui peuvent pas sortir des locaux. Si t'es RH, tu as besoin d'être dans les locaux pour recevoir des candidats ou pour recevoir les salariés. Ouais. Donc il y a plein de problématiques et ça, si tu restes dans ta bulle, tu vois pas les problématiques des autres. Ouais. Et donc c'est hyper important que tout le monde discute. Et le management, donc tu vois, ça on le fait au niveau de la direction, forcément, ça c'est le cas dans toutes les boîtes. Le directeur marketing parle au directeur technique. Au niveau du management, c'est pas le cas partout et je trouve ça hyper intéressant qu'on le fasse. Et toi, quand tu étais manager, tu as eu accès au temps de formation ou c'est quelque chose qui est venu après ? Non, j'ai fait des formations quand je suis devenu manager, dès que j'étais manager. En fait, même avant que je sois manager, puisque j'encadrais des alternants, j'ai eu une formation de comment on encadre un alternant. Ok. Et après, quand je suis devenu manager, j'ai eu une formation de manager. Et quand je suis devenu CTO, j'ai une formation qui s'appelait M2M, donc manager de manager, pour apprendre à manager des managers. Ouais. Donc c'est hyper bien. S'il y a un truc vraiment que je recommande à toutes les boîtes, c'est de mettre l'accent sur la formation de ces équipes. Parce que moi, en tant que salarié, j'adore ça, être formé, et je trouve ça trop bien. C'est une des raisons qui fait rester dans une boîte, de toute façon. Est-ce que ça vous a permis aussi de faire en sorte que
le senior, les seniors chez Lengo, ce soit tous des recrutements plutôt internes? Alors, c'est pas tous du recrutement interne, Ouais. mais il y a beaucoup de gens qui sont devenus managers chez Lengo, qui ne l'étaient pas avant. On a essayé d'équilibrer un peu avec des gens, par exemple, si on parle des managers, qui étaient managers dans d'autres boîtes et qui sont arrivés, Ouais. et des gens qui sont devenus managers chez Lengo. Ça fait un mélange, je trouve, très intéressant. Tout à la fois l'expertise, tu vois, quelqu'un qui devient manager dans sa propre boîte, il a l'expertise technique, il connaît les problèmes du quotidien, si tu veux. Ouais. Il a une légitimité pour dire, je sais ce qui n'est pas facile dans l'équipe et je vais faire en sorte que ça se passe mieux. Et je connais aussi les points positifs et je vais faire en sorte que ça continue. Quelqu'un qui arrive de l'extérieur, c'est tout aussi intéressant. Il a un autre point de vue, d'autres expériences, d'autres manières de travailler, d'autres rituels à proposer. Ouais. Et il arrive avec un œil neuf. Et ça, c'est aussi hyper intéressant pour nous. Ouais, il faut mélanger les deux. Ouais. Changer de techno. Voilà. Ok. Moi, je comprends. Ok, donc tu raccordes tout. Ouais, c'est ça. L'enjeu, c'est vraiment de bien comprendre les besoins business. Parce que c'est pas des besoins qui sortent du chapeau, hein. C'est pour répondre à des clients ou répondre à un marché qui n'a pas de solution à dispo. Ouais. Et tout ça, le ramener à comment on l'implémente techniquement. Mais donc l'enjeu, c'est de comprendre à la fois le marché et la technique pour voir comment on raccorde les deux. Et alors, tout à l'heure, on a parlé de culture produit. Tu m'as dit que les équipes produits, c'est un métier qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Ça a eu un impact sur l'équipe tech. Ouais. Alors en fait, avant, on avait une équipe produit qui était assez petite, hein, donc elle était pas structurée selon notre métier. Mm-hmm. Et il y a maintenant 2 ans, donc Yann, qui est CPO, a organisé l'équipe en différentes business units. Donc c'est une discussion qu'on a eue avec lui à ce moment-là. Hein, les managers tech, on en a évidemment discuté avec lui, mais en gros, tu vois, on a une BU, par exemple, qui correspond à tout ce qui est l'ingestion de données. Donc, aspirer les catalogues produits, les traiter, les stocker chez nous. On a une autre business unit, c'est l'autre côté, si tu veux, c'est comment on pousse les produits vers Amazon, comment on les pousse chez Google Shopping, etc. Donc, en fait, on a aujourd'hui 5 BU, donc qui correspondent à 5 parties vraiment, tu vois, 5 périmètres, on va dire, de notre application, des périmètres fonctionnels. Et donc, ça fait 2 ans que l'équipe produit s'est structurée comme ça. Donc, il y a un product manager par BU, et après des product owners qui bossent dans chacune des BU. Elles sont vachement techniques, les BU, ça pourrait être des domaines en fait. Ouais, alors là, je t'en ai cité 2 qui étaient assez techniques, mais par exemple, tu as une BU, c'est la gestion des comptes, de nos comptes clients. Donc ça va de comment on gère les users sur notre plateforme, ouais, à comment on branche notre SI, à Salesforce, à notre outil de facturation, à notre outil de suivi client. Ouais. Donc en fait, ça dépend. Il y en a 2 qui sont relativement techniques et il y en a d'autres qui sont un peu plus fonctionnels, on va dire. Ok. Et donc, à la suite de ça, l'année dernière, l'équipe tech, on a suivi ce mouvement-là pour s'aligner, en fait, hein, tout simplement, avoir un bon alignement. Donc, dans l'équipe tech, on a aussi 5 BU. Et donc, les managers de chacune des BU parlent avec les product managers de chacune des BU. C'est quoi, du coup, l'organisation des équipes tech? Vous êtes combien? Comment vous organisez? Alors aujourd'hui, on est une quarantaine et en gros, il y a deux gros pôles. Il y a le pôle ingénierie dans lequel on développe notre solution. Ouais. Donc c'est là où on fait du code vraiment. Il y a le pôle infrastructure. Donc l'infrastructure, c'est les DBA, les DevOps, SRE, Security Manager et l'IT. C'est le build et le run, non? C'est exactement ça. C'est exactement ça. On le phrase pas comme ça, mais c'est build et run. Et après, au sein de l'équipe du pôle ingénierie, on a les 4-5 BU. Ok. Ouais. Et donc, est-ce qu'une personne dans l'équipe, elle va travailler avec une BU ou 2 en face ou... Dans la théorie, une personne ne travaille que sur une BU. C'est-à-dire, elle peut s'approprier son domaine, le surmaîtriser et du coup être très performant dessus et être aussi très à l'aise. C'est-à-dire, on n'a pas un switch dans la journée de passer d'un sujet de facturation et 3 heures plus tard, on travaille sur l'indexation d'un catalogue. Non, on reste dans le même domaine, donc c'est pour être confortable. Et il doit y avoir aujourd'hui, de tête, je dirais une seule exception, c'est-à-dire une personne qui travaille sur 2 BU, parce que la charge est pas suffisante pour avoir une personne dédiée.
Et en gros, oui, chaque personne est dans une seule BU et se consacre à ça. Et après, fréquemment, je pense que ce sera au moins une fois par an, voire deux fois par an, c'est permettre aux gens de passer d'une BU à l'autre. Tu vois, à un moment, tu as fait un tour tu vois, plus le périmètre est petit, plus tu as vite fait le tour. Et donc, on veut pouvoir permettre de dire, tu passes d'une à l'autre quand t'en as marre. Parce qu'au final, la connaissance métier que développent les techs chez vous, ça reste centré autour du e-commerce et de marketplace, quoi. Ouais, ça reste très centré. C'est que du e-commerce. Mm-hmm. Mais après, tu vois, les marketplaces, par exemple, c'est assez large. On a, tu vois, il y a plein de technos. Amazon a une manière de fonctionner complètement différente de Cdiscount, complètement différente de tout le framework Miracle. Et du coup, ça met du temps à s'imprégner de toutes ces spécificités-là. Mais après, je peux comprendre qu'après 2 ans, tu as fait le tour, t'en as marre, et tu dis, je vais plutôt aller regarder du côté des CMS, tu as Shopify, PrestaShop, qui n'ont pas exactement les mêmes problématiques, au fait. Mais voilà, c'est un peu ça la dynamique, quoi. C'est tu te concentres sur un sous-domaine bien précis. Comment vous accueillez un tech chez vous? Parce que j'imagine, il y a beaucoup, tu vois, tu parles des CMS, tu parles des marketplaces, il y a beaucoup de choses à apprendre avant de... Ouais. C'est ça, avant d'être pleinement à l'aise pour un développeur ou un tech, pour qu'il ait l'impression de maîtriser le sujet, pour être à l'aise pour proposer les choses. Comment, est-ce que vous avez de la formation pour l'accompagner? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce qu'il y a un process? Est-ce qu'il y a des dates? Oui, à tout ça. Tout en même temps. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout en même temps. Pas tout en même temps. Si tu veux, en fait, quand tu rejoins l'équipe technique de Lengo, tu viens sur un périmètre bien précis. Donc, tu sais que tu vas travailler et t'es venu pour ça sur les CMS, par exemple, ou sur les marketplaces ou sur tel ou tel truc. Donc, t'es directement dans l'équipe en question. Si tu connais déjà le langage sur lequel tu vas travailler, très bien. Tu commences à apprendre le métier. Si tu le connais pas encore, depuis cette année, on te fournit une licence Open Classroom. Tu peux te former. Tu fais du pair programming avec les gens de ton équipe et tu apprends d'abord la techno avec comme prétexte le métier. Donc tu fais un peu les deux en parallèle. Et on a un vrai parcours d'onboarding chez Lengo, quelle que soit l'équipe, que ce soit l'équipe tech ou les autres. C'est-à-dire on a une plateforme d'e-learning en gros où tu apprends ce que c'est Lengo. Et on a même une certification d'ailleurs qui est à destination plutôt de nos marchands et tu as des agences avec qui on travaille, mais que tu peux passer en tant que membre de l'équipe. Et donc c'est voir est-ce que tu connais bien l'écosystème Lengo, quoi. Est-ce que tu sais utiliser la plateforme, tu vois, est-ce que tu comprends pourquoi on le fait, est-ce que tu comprends quels sont les sujets par exemple chez Rue du Commerce, quels sont les sujets à l'inverse chez Shopify, voilà, quelles sont les spécificités. Donc on a un vrai parcours avec tout un tas de modules. Et donc, les premières semaines, tu fais moite-moite entre te mettre dans le bain de ton équipe et apprendre ce que c'est Lengo. J'imagine qu'en plus, il y a un vrai intérêt. Tu vas regarder de la vidéo sur une demi-journée, puis après, tu vas avoir envie de poser des questions aux gens autour de toi, quoi. Ouais, carrément. Et en fait, c'est ça un peu le modèle, quoi. C'est tu regardes 2 heures de vidéo. C'est pas que des vidéos, hein. T'as des petits quiz, t'as du texte à lire, t'as de la doc, machin. Tu creuses un peu. Et puis tu utilises la plateforme. Ça qui est super cool, c'est que dans l'académie, en fait, on te dit va uploader tel catalogue et configure tel truc pour apprendre à utiliser la plateforme, quoi. Et c'est là, où tu as plein de questions et où même en tant que tech, tu te dis attends, mais comment c'est fait derrière? Et là, tu vas demander à la personne qui connaît le sujet et qui peut te répondre, quoi. Ok. Et ce qu'on fait aussi la première semaine, alors on le fait pas toujours. Moi, je le faisais systématiquement avec les gens qui arrivaient dans mon équipe quand j'étais manager. C'était faire des sessions de vie ma vie dans les autres équipes. Mm-hmm. Donc, tu rejoins Lengo en tant que DBA, mais tu vas faire une demi-journée de vie ma vie avec le développeur côté CMS, même chose côté marketplace, même chose avec le DevOps. Et du coup, tu comprends sur quoi ils travaillent et tu comprends en quoi toi tu vas pouvoir les aider ou eux vont pouvoir t'aider. Dans la littérature américaine, ils parlent des Freaky Friday. Ouais. C'est vraiment, imagine ton manager, il échange de place avec l'autre manager pendant une semaine. Vraiment, tu les déracines. Waouh, ouais, bon, ça dépend dans quelle équipe tu te retrouves. Il faut que ce soit des équipes qui soient liées. Il faut que d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est le manager des SRE qui échange avec le manager des DevOps. Ouais, ça va. Comme ça, en gros, s'il y a une équipe qui se plaint tout le temps de l'autre, t'échanges le manager. Ouais. Non, mais c'est ça en fait, c'est comprendre un peu les frustrations de l'autre. Finalement, et là, tu t'adaptes. Et tout le monde, ou quasi tout le monde en est capable, en fait. Une fois qu'il y a de l'empathie, ça roule. Bah ouais. L'empathie et la formation,
C'est ça les deux clés? Ouais, j'aurais pas dit empathie, j'aurais dit bienveillance. Tu vois, c'est plus positif, je trouve. L'empathie, c'est un peu le côté, j'ai un peu pitié de l'autre et du coup, j'ai essayé de pas être trop chiant. Alors que la bienveillance, c'est l'inverse. Je vais faire la démarche d'aller voir et de moi proposer des choses. C'est être avenant, ça. Ouais, mais oui, si tu veux, mais je pensais plutôt bienveillant dans le sens, tu vois, quand quelqu'un vient te voir et qu'il a une frustration, c'est toi qui lui proposes quelque chose, en tout cas qui est bienveillant pour faire en sorte que la situation s'assouplisse, tu vois. Ouais. Alors que l'empathie, c'est presque plus la capacité à encaisser, tu sais, les peines des autres, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Il faut que ça marche. Il y a ton collègue qui vient te demander de l'aide, il faut qu'on trouve une solution pour que ça marche. C'est ça, ouais. Ok, ça me paraît bien clair. Tu penses que du coup un développeur il est vraiment baigné dans votre culture, dans votre métier, il devient performant à pleine performance au bout de combien de temps? Alors ça dépend vraiment des équipes, ça dépend vraiment des métiers. Par exemple, je sais que j'en parle beaucoup parce que c'est une grosse équipe chez nous. L'équipe qui développe les connecteurs marketplace, il faut vraiment du temps pour se plonger dedans. Et en général, avant 3 mois, tu t'attends pas à ce que la personne propose des choses. Tu vas dire, ça, on aurait pu le faire d'une autre manière, machin. Non, il y a vraiment une grosse phase d'apprentissage et de comprendre pourquoi on le fait, comment on le fait. Ouais. Après, il y en a, il y a des métiers, c'est spécialisé. Tu vois, un DBA, il arrive. T'as un peu l'aspect plus mécanique où c'est une base de données. Il y a des performances, il y a des ressources et voilà, on arrive à s'en sortir. Justement, une base de données, un DBA, j'ai toujours l'impression qu'il y a 80 000 façons de faire différentes. Ouais. Il y a beaucoup à comprendre pourquoi on a implémenté la chose de cette façon-là, quoi. Ouais, en fait, je pense que de manière générale, dans la tech, tu deviens vraiment optimal quand tu as compris pourquoi tu le faisais, pour qui tu le faisais. En fait, d'abord pour qui tu le fais et pourquoi tu le fais. Et pourquoi c'est gênant qu'une requête mette 1 seconde à s'exécuter plutôt que 0,5. Tu vois. Et ça, c'est pas seulement pour dépanner le développeur de l'équipe d'à côté qui est un peu en train de charger la base. C'est plus pour le client en fait qui est derrière, qui voit une page qui ne s'affiche pas et qui commence à être frustré. Tu vois. Et ça, je pense que chacun à son poste, on devient vraiment au top quand on comprend pourquoi on le fait. Et donc plus les gens connaissent le métier, connaissent en gros notre produit, notre plateforme, notre écosystème, et plus ils sont pertinents dans leur travail, quel que soit le travail. Ça veut dire que vous arrivez à rentrer dans le backlog une tâche, un chantier où on ne délivre pas une nouvelle feature, on fait qu'améliorer la performance d'une feature? Ouais, bien sûr, ouais. Alors on a plein de... Ça peut être le côté un peu frustrant, tu vois, pour les product owners et product managers qui disent ouais, j'ai quasiment rien dans ce sprint-là, j'ai quasi aucune tâche, on va rien sortir de nouveau pour le marchand, quoi. Ouais, mais derrière, en fait, on fait plein de trucs que le marchand ne réalisera pas. Ouais. Par contre, si on le fait pas, là, il verra que ça commence à être lent, qu'il y a des, tu vois, c'est ce genre de choses. Je vois bien quand j'étais développeur mobile, c'est le changelog. Plein de fixes. On a fixing minor bugs. Voilà, c'est ça. On a fixé, on a optimisé, on a refacto une requête, on a refacto une fonction. Voilà. Et c'est ça. Tu fais des mises à jour des fois et ça affecte 10% des utilisateurs. Pourtant, il fallait la faire, la mise à jour. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure entre, tu vois, relier les préoccupations business et les préoccupations techniques. C'est qu'en fait, il faut trouver le bon juste milieu entre avoir une stack qui est au top, mais en vrai, je pense que ça n'existe pas dans la vraie vie, et répondre exactement aux besoins business. Donc, il faut trouver le bon équilibre, et en tant que CTO, c'est ce que j'essaie de faire, en fait, trouver le bon équilibre. Et les équipes support et les équipes commerciales, elles peuvent remonter, celles qui vont vous donner l'impulsion pour vous faire une optimisation? Ça peut arriver, encore une fois, quand c'est des gens, par exemple, dans l'équipe support, qui connaissent hyper bien ce qu'on fait, qui comprennent hyper bien pourquoi le marchand est frustré d'avoir une page qui met toujours un peu de temps à s'afficher ou un truc qui coince un peu. Au bout d'un moment, ils réalisent que c'est un truc récurrent. Ils disent, en fait, mais le point commun entre tous ces trucs-là, c'est telle partie du logiciel. Du coup, je vais suggérer aux gars de la tech, aux gars et aux filles, de fixer ce truc-là ou d'y regarder, en tout cas. Ouais. Donc, parfois, ça remonte d'eux. Et parfois, ça remonte, ça vient tout simplement de l'équipe, tu vois. Alors, soit le monitoring, ou soit, tu vois, quand tu as 3 fois le même ticket client qui dit l'API m'a renvoyé une 500, tu vois, tu fais l'opti, tu fixes le truc et c'est parti. Ok.
Donc voilà, ça remonte un peu de partout. Le monitoring, l'observabilité, c'est un sujet? Ouais, alors c'est un truc sur lequel on n'était pas forcément très bon, mais ce que je disais tout à l'heure, tu vois, tant que t'as pas de DevOps, tant que t'as pas de SRE, en fait, les devs, ils ont besoin de monitorer un minimum, mais ils monitorent pas le système dans sa globalité. Donc quand tu recrutes les personnes, on va dire les bonnes personnes, les bons rôles, oui, tu commences forcément à un moment, dans la maturité de ton produit, à regarder les stats, à regarder les perfs, et à regarder, tu as un peu de profiling, quand est-ce qu'on a des pics de charge, voilà, à quel point on est réactif à la charge, à l'activité, etc. C'est le fait d'investir dans les SRE, dans l'infra, c'est venu au moment où les clients ils ont une exigence de disponibilité, ils ont eu une exigence de performance. C'était pas forcément le cas au début, c'est ça? Alors c'est devenu le cas, ouais, effectivement, quand notre infra, on va dire, ou notre architecture, elle a commencé à plus être aussi bonne qu'au début. Parce que quand tu sors en fait, on avait à la base une version de notre plateforme qui était dispo, et puis on en a fait une nouvelle from scratch, on a recommencé, tu vois, c'était un peu le MVP sur lequel on avait itéré pendant des années. À un moment, on s'est dit, faut recommencer de from scratch, de zéro. Et donc, c'est ce qui a été fait en 2015, juste au moment où j'arrivais, juste avant. On a recommencé de zéro, et au début, on avait très peu de marchands dessus, et petit à petit, on a migré des marchands, on a signé des nouveaux marchands aussi. Et il y a un moment, on est arrivé à un point où on s'est dit, ouais, ça commence à être lent. Et donc là, il faut regarder les perfs, il faut regarder, optimiser. Ouais. Et puis à un moment, tu te dis, mais en fait, tout le monde considère, mais c'est pas je suis complètement en dehors de mon expertise, quoi. Il faut recruter des gens pour ça. Ouais. Donc tu les recrutes, et quand tu recrutes les gens, ils disent, attendez, mais pour bien faire mon taf, il me faut mes bons outils, quoi. Donc mettons des vrais logs en place, mettons des vrais outils de monitoring, de l'alerting, etc., etc. Et ça, c'est pareil, hein, c'est vrai dans les métiers, tu as DevOps et SRE, mais c'est vrai dans la BI aussi, quoi. Et quand tu recrutes un vrai développeur BI, il dit, mais attendez, on peut faire joujou avec ça, mais il faut un vrai outil, tu vois. Faut Tableau, faut Talend, il faut, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est super cool, parce que t'as pas besoin de l'inventer, les gens le savent déjà, ils sont juste pas encore dans ton équipe, peut-être. Ok. Qu'est-ce qui, les gens que vous recrutez, d'après toi, qu'est-ce qui les a convaincus de venir chez Lengo? Plusieurs choses. Je pense déjà peut-être l'image que Lengo peut avoir à l'extérieur. Donc une boîte quand même dynamique. Voilà, en tout cas sur Nantes, c'est sûr, on fait partie des boîtes qui font un petit peu parler d'elles. On a quand même souvent des postes sympas d'ouvert. Et puis l'écosystème, je pense, joue beaucoup. Tu vois, quand on dit le e-commerce, tu vois, même en plein Covid, tu dis on bosse dans le e-commerce. Tu vois, c'est un truc qui te parle. Tu dis oui, j'ai commandé moi aussi 2 fois plus pendant le Covid qu'avant. Et donc forcément, ça a un marché porteur. Et tout le monde voit que ça bouge énormément. Tu vois, il y a des nouveaux acteurs tout le temps. Donc je pense que c'est un écosystème qui aide beaucoup. Ok, les gens ont envie de bosser dans l'e-commerce. Ouais, je pense, ouais. En tout cas, dans un domaine qui bouge beaucoup. Tu vois, qui est dynamique. Ok. Parce que bosser dans la banque, les assurances, c'est cool. J'imagine, j'ai jamais fait, mais t'apprends plein de choses. Mais je pense qu'il y a la banque d'il y a 20 ans et la banque d'aujourd'hui. Il n'y a pas forcément des acteurs très différents. Ouais. Encore que, bon, je fais un peu ma mauvaise langue parce qu'on voit les banques en ligne, etc. Mais ça ne change pas drastiquement, tu vois, en un an. À quoi ça va ressembler les banques dans le métaverse? Ah, ça. Question ouverte. Question ouverte. Est-ce qu'il y a des sujets comme ça pour toi qui sont vraiment de prospective, genre pour Lengo? Est-ce que le Web3, le métaverse, qu'il y a des sujets comme ça où toi, en tant qu'ancien R&D et en tant que CTO, t'as un œil, t'es curieux? Là, comme ça, je suis un peu trop dans le jus pour te dire. J'ai du mal un peu à faire le pont, tu vois, par exemple, avec tout ce qui est crypto et ce que nous on fait. Tu vois, ça reste assez prospectif. Ouais. On regarde un peu, tu vois, on suit ça d'un coin de l'œil. On a du mal tu vois, encore une fois, on est à l'écoute du marché, des clients, tu vois, et on a du mal à voir, tu vois, en quoi Metaverse, ça va se concrétiser, tu vois. Ah, mais est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une rupture dans le monde e-commerce qui une techno de rupture qui arrive, quoi? Ouais, ça pourrait arriver, tu vois. Il y a des trucs, tu les vois arriver, tu dis, ouais, c'est quand même hyper nouveau, tu vois, tout ce qui est vente sur les réseaux sociaux, c'était forcément pas le cas il y a 10 ans. Et là, tu dis, ouais, ça va être quoi le e-commerce de demain? Est-ce que ça va être que j'achète sur Instagram et en gros, j'attends d'être ciblé pour acheter ce qu'il me faut? Ouais. Ou est-ce qu'il y aura toujours des places de marché? Est-ce qu'il y aura toujours des boutiques, même, tu vois, propres aux marchands, ou est-ce qu'ils vendront tout en ligne? Est-ce que ce sera que du dropshipping? Est-ce que, tu vois, oui, on se pose forcément des questions. Et on voit d'ailleurs que, tu vois, quand Lengo a commencé il y a une bonne dizaine d'années, c'était surtout les comparateurs de prix. Tu
Tu vois, quel coût, Google Shopping, les trucs comme ça. Ouais. Aujourd'hui, tu as quand même beaucoup le réflexe d'aller sur une place de marché et de comparer les différentes offres entre les places de marché. Donc c'est vrai que tout un pan, par exemple, de notre activité à ce moment-là, il est beaucoup moins pertinente qu'avant. Aujourd'hui, c'est les places de marché à fond. Donc oui, ça change, ça évolue. Il y a certaines choses, tu les suis et elles arrivent, et il y en a un paquet, tu les suis et il se passe rien. Ouais. Mais il se passe des choses, en tout cas. Il y a des choses à observer. C'est ça, je pense qu'il y a toujours une zone où tu l'observes, on prend pas d'action parce que peut-être qu'il se passera rien, mais on l'observe quand même. Ça reste dans le radar. Ouais. On a un peu cette rapproche aussi avec les territoires. La Chine, par exemple, c'était un gros marché, enfin même monstrueux. Ouais. Du coup, on se positionne dessus, on voit ce que ça donne. On a des commerciaux qui travaillent sur ce marché-là. Mais tant que ça explose pas avec le marché européen, nos marchands européens, t'es juste là un peu en observation. Ouais. Encore une fois, j'exagère parce qu'on fait du business en Chine, mais c'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre ou imaginer ou rêver même. Hein. Se dire quand tu as 1% des Chinois vont commander leurs produits en Europe, ça va faire tout drôle, ça va changer quand même le paysage, quoi. J'ai entendu parler récemment d'une marque en Chine de vêtements où tout le monde achète des vêtements tout le temps. Genre vraiment, c'est des micro-séries. Ah oui, ok. Genre en série limitée, tu veux dire ? Si j'ai bien compris, le truc, c'est des vêtements qui sont tellement pas chers que les gens sur TikTok en achètent et font des unboxings sur TikTok et puis ils en rachèteront tous les jours, quoi. Ah ok. C'est et le pour dire principe de l'objet, c'est plus l'unboxing que le porter réellement dans la rue, quoi. Ouais. et du coup, la marque a fait des micro-collections. Ils en produisent 200, puis ils les vendent de manière éphémère. Puis en fait, s'il y a plein de commandes, ils en produisent plus. Mais le lendemain, ça sera déjà plus là. Ok, ouais, c'est un concept, hein. Ouais, mais c'est pour dire qu'ils sont bizarres. Ouais. Enfin, le marché, il peut être très différent. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Le marché chinois peut être très différent. Ouais. Tu vois beaucoup plus de trucs aussi maintenant en mode précommande. Tu vois, où tu t'achètes le produit avant même qu'il ait été fabriqué, le design était fait, il y a des prototypes, tu les vois dans des vidéos sur des pubs sur YouTube et tout, mais le produit, en fait, il n'existe pas encore. Il faut qu'il y en ait un certain nombre d'achetés pour qu'il soit produit. Donc si, on voit quand même des gros shifts dans le commerce en général, c'est sûr. Quand tu rencontres des gens sur des salons, ou même des candidats, les gens qui candidatent, à quoi tu reconnais quelqu'un qui va être retenu, qui va s'épanouir chez vous ? Alors, qui va être retenu ? Pour moi, c'est deux questions tu vois, il y a vraiment deux facettes au truc qui se rejoignent un peu. Alors, qui va être retenu ? Moi, je cherche vraiment quelqu'un des gens à tous les postes sur lesquels j'ai pu recruter, que ce soit de l'alternant développeur R&D à un manager dans l'équipe. C'est la curiosité. Vraiment la curiosité du genre... et la personne qui a te posé des questions en entretien, tu as des questions pertinentes, il a réfléchi au truc, ou tu parles d'un truc et lui te pose une question spontanément sur mais voilà, comment ça se fait que vous le faites comme ça, ou pourquoi vos clients ont besoin de ça, tu vois. Donc la curiosité, c'est vraiment une qualité énorme, et le fait d'être humble aussi, de dire moi tu vois, sur ton CV, le CV est assez factuel en fait, en général, on l'utilise relativement peu, mais c'est un truc factuel. En entretien, il y a des gens qui essaient beaucoup de se vendre. Tu vois, c'est commercial de soi-même, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gens qui mettent en valeur ce qu'ils savent faire, mais aussi qui sont capables de dire, j'ai travaillé là-dessus, mais je prétends pas être expert, voilà ce que je connais et voilà ce que je connais pas. Tu vois, qui connaissent leurs limites, qui les reconnaissent aussi, et ça, je trouve ça hyper agréable, ça met vachement en confiance. Tu fais des entretiens techniques encore ? Non. J'en fais plus. Ce que tu décris aussi, c'est quelque chose que j'aborde souvent quand je parle en entretien technique, c'est qu'en vrai, en entretien technique, c'est ok de dire je sais pas. Ouais. Parce qu'en fait, le but de l'entretien technique, c'est de trouver les bords, en fait, de trouver les limites. Oui. Et c'est pas un aveu d'échec de dire je sais pas ça. Le pire, c'est de répondre à côté, parce que tu te sens obligé de répondre un truc. Ah ouais. Ça, c'est l'erreur. Et tu vois, à l'époque où je faisais passer des entretiens pour les alternants en R&D, en fin d'entretien, je leur posais une petite question R&D. Tu vois, un petit problème, voilà, on aimerait faire ça, comment toi tu le ferais ? Et je pense que j'ai jamais sélectionné une personne qui a voulu donner une réponse tout de suite. Voilà comment je ferais. Voilà, j'utiliserais une base de connaissances et je ferais tel algo dessus, quoi. Ou j'utiliserais le machine learning, ou tu vois, un truc direct. Ceux avec lesquels j'accrochais le plus, c'est ceux qui me disaient « Attends, si je comprends bien le problème, ce qu'on essaie de voir là, c'est d'essayer de faire ça, quoi. C'est bien ça, ouais. »
Et on a quoi à dispo pour le faire? Tu vois, les gens qui posaient d'abord des questions, quoi, et qui essayaient pas de dire, ouais, je suis le meilleur, j'ai une idée, bim, en 3 secondes, je t'ai sorti une idée. Non, le vrai truc, c'est comprends ce que tu essaies de faire et pourquoi tu essaies de le faire, et là, propose éventuellement quelque chose. Ouais. Tu vois, limite, les gens qui me proposaient rien derrière, je me disais, il a parfaitement compris le truc, parce qu'il a posé des questions. Ouais. Et après, le résoudre, en général, collectivement, on les a, les idées. Ouais. Mais individuellement, faut se poser les bonnes questions, quoi. Donc voilà ce que je recherchais chez les gens. Et après, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va s'épanouir à un poste? Franchement, c'est hyper complexe. Ça dépend de l'équipe qui est déjà en place, de la dynamique de carrière de la personne. Tu vois, est-ce qu'elle vient pour faire la même chose qu'avant? Est-ce qu'elle vient pour évoluer? Est-ce qu'elle vient sur un même poste? Est-ce qu'elle vient sur un nouveau poste pour elle? Est-ce qu'elle va adhérer au milieu? Est-ce qu'elle va adhérer au e-commerce? Tu vois, on a eu des gens qui achetaient jamais en ligne, qui trouvaient que c'était de la surconsommation, etc. Ben, c'est vrai que c'est dur de t'épanouir dans une entreprise quand tu crois pas au projet, quand tu crois pas même à aux premières hypothèses de ton métier, quoi. Je connais des développeurs qui vont bloquer les entrepôts d'Amazon le week-end. Hein, voilà, et ça, tu vois, je pense que c'est un peu difficile à gérer. Ouais. Forcément, développer un connecteur Amazon la semaine et aller bloquer des entrepôts le week-end, c'est compliqué, la démarche. Ouais. Ou alors, c'est parce qu'il aime vraiment les e-commerçants et du coup, il veut pas que Amazon remplace tous les petits. Voilà, exactement. Mais ouais, carrément. Mais il y a plein de cas comme ça. Hein. Enfin, tu vois, un vegan, t'as peu de bouchers qui sont véganes quand même. Pendant un moment, on partageait nos bureaux avec un e-commerçant et ils nous engueulaient à chaque fois qu'on achetait des trucs sur Amazon ou sur AliExpress. Mais ouais, c'est un peu... Mais c'est toujours pareil. Hein. Quand il y en a qui se rapprochent du monopole, ça crispe un peu tout le monde. Je sais plus ce qu'on avait acheté. On avait acheté des supports d'écran. Et il dit, vous l'avez encore acheté sur Amazon? On lui dit, non, on l'a acheté sur AliExpress aussi. Mais non, mais c'est pareil. Ouais. C'est ça. Et il vous a répliqué qu'il y avait le même article sur le site du vendeur de celui qui sortait le produit et que c'était au même prix et qu'en plus c'est en France, donc ça aurait été le... Voilà, c'était chaud quand même. C'était un 14 €. Ça dépend ce que t'as... Ouais. Les 10 supports d'écran. C'est ça. Ok, on a fait le tour des questions. C'est quoi la recette du bonheur dans l'IT ou dans nos métiers, d'après toi? Quels ingrédients on y met? Ouais, pour moi, la recette du bonheur, c'est vraiment de s'ouvrir à toutes les opportunités. Il y a tellement d'opportunités dans la tech aujourd'hui qu'il faut pas rester à se morfondre sur un poste qui nous plaît pas. Il faut bouger dans sa propre boîte ou bouger dans d'autres boîtes, changer un peu d'activité. Et franchement, c'est ça la recette du bonheur, quoi. Ne pas subir le truc et se mettre dans une position confortable, quoi, intellectuellement parlant. Et quels sont les ingrédients de Lengo pour la recette de Lengo qui rend les techs heureux? Eh ben, je pense que c'est trouver le juste milieu entre atteindre les objectifs, qu'ils soient tech ou business, et le faire dans des conditions qui sont souhaitées par le développeur. Ouais. Tu demandes à n'importe quel développeur consciencieux, il va dire il faut qu'on sorte du code propre, du code testé, du code fiable, du code qui tourne, etc. Et à côté de ça, tu veux aller vite dans la réalisation des projets, donc il y a toujours un tiraillement entre les deux, et il faut trouver le juste milieu entre les deux, ce qui est hyper dur à faire. Ouais. On rajoute beaucoup de formation aussi? Bah, la formation, ouais, mais c'est un acquis, ça. Je pense que les managers formés, c'est un ingrédient aussi. Ouais. En soi. Mais tout ce qui est autour du taf, tu vois, tous les avantages, on rigole un peu avec, on a une table de ping-pong et tout. N'empêche que de voir dans la salle de ping-pong le midi des gens jouer ensemble de différentes équipes et tout, c'est hyper cool et forcément ça participe au bien-être des gens. Donc tous les à côté, que ce soit du pro comme les formations ou du non-pro comme toutes les activités en dehors, tout ça participe au bien-être et au fait d'avoir une équipe épanouie. Ouais. Et il y a une attitude, Lengo, tu parlais de bienveillance tout à l'heure, il y a une attitude typique de on n'ignore pas le problème, on cherche une solution. Ce que tu appelais l'empathie, la bienveillance, j'ai parlé d'avenant. Ouais, on est assez... Après, ça dépend, j'imagine, des équipes. Je vais parler pour ce qu'on fait, nous, entre produit, tech, support. C'est dès qu'il y a des problèmes, des frustrations et tout, on se pose et on en parle. Parfois, c'est juste en parler. Et encore une fois, c'est très con, c'est très cliché. Ouais. Mais parfois, il suffit d'en parler. Et avec le contexte actuel, télétravail, les gens qui bossent à différents étages et tout, on se croise pas, mais en fait, c'est vraiment la communication la clé. Hein. C'est très cliché, mais
c'est aussi vrai que ça l'a toujours été. La communication, c'est la clé. Ok, c'est cool. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était hyper intéressant de discuter. Merci aux auditeurs qui ont écouté le podcast jusqu'ici. Alors, même si vous avez écouté le podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast, si vous avez une question ou si vous avez une remarque ou si vous voulez échanger avec Mathieu, ça se passe dans la section commentaires sur YouTube. Tu voulais dire avec Thomas ou il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle Mathieu dans le Je t'ai appelé Mathieu. Je t'ai appelé Thomas.